La pause TI NoviPro. 15 minutes avec nos experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Bienvenue à cette pause TI, épisode 45. Mon nom est Pierre Tocci, conseiller senior en transformation des TI chez NoviPro. Et aujourd'hui, mon invité est Guy Bourassa, qui est spécialiste de solutions chez SAS. Bonjour Guy. Bonjour Pierre. Merci de te joindre à nous aujourd'hui. Guy, pour cette thématique d'épisode 45, tu as choisi la mise en opération de l'analytique. Pourquoi parler de mise en opération? D'abord, merci de m'avoir aussi donné l'opportunité de discuter avec toi, Pierre, ce matin. L'opérationnalisation de l'analytique, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez nos clients qui parfois peinent à relever ce défi-là de vraiment passer d'un mode où on fait de l'analytique pour explorer, pour faire de l'apprentissage, pour faire un peu de l'exploration, à dire, bon, on veut maintenant passer dans un mode où l'analytique, on va pouvoir faire des tours de roue plus rapides, où on va pouvoir bien gérer ces actifs-là analytiques, où on va pouvoir les mettre en production, bien les suivre aussi. L'analytique est de plus en plus présent dans les opérations. On y reviendra sans doute dans les opérations, dans le cœur des opérations des entreprises. Et puis, vu que c'est rendu à ce niveau-là, on veut gérer cet actif-là, puis on veut que la roue tourne avec une certaine vélocité. Pour notre auditoire qui n'a pas encore entamé des projets d'analytique, lorsqu'on parle d'opérationnaliser de l'analytique, ça serait quoi pour toi le début puis la finalité? Là, on ne parlera pas de toutes les étapes, mais ça commence où puis ça termine où? Bien, premièrement, ce qu'on veut dire par opérationnaliser l'analytique, c'est, on parle ici d'analytique avancée, d'analytique prédictive, de prévision, du forecasting en bon anglais. Et puis, c'est de prendre ces modèles-là prédictifs qui vont avoir été bâtis, c'est de les incorporer dans un processus opérationnel pour aider à la prise de décision ou même pour aller jusqu'à automatiser cette prise de décision-là dans un processus d'affaires. Donc, c'est ce qu'on veut dire par vraiment opérationnaliser l'analytique. Ça ne veut pas dire non plus qu'on veut bouleverser puis chambarder tous les processus d'affaires d'une entreprise. On va prendre une approche à petits pas, là, comme on dit, pour vraiment débuter tranquillement, faire nos apprentissages, par contre, en gardant toujours la vision d'où est-ce qu'on veut être à terme, mais on peut partir tranquillement là, au niveau de l'analytique, puis adresser un processus à la fois, puis quand on a un succès avec un processus, on passe au suivant, etc., etc. C'est une excellente démarche que tu avances. Avoir une vision dans le travail que je fais, c'est toujours partir avec une vision puis un cadre de référence pour bien structurer où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on veut aller. Dans ce que tu fais comme travail avec tes clients, est-ce que tu pourrais avoir des modèles? Comment est-ce qu'on devrait faire les choses basées sur l'expérience de d'autres entreprises ou personnes? Bien, le niveau de... Puis là, on peut parler aussi de maturité analytique, hein, parce que c'est de ça qu'on parle. La maturité analytique va varier beaucoup, pas tant d'un client à l'autre, d'une industrie à l'autre. Je dirais qu'à l'intérieur d'une industrie, les entreprises se regardent, se consultent aussi parfois, et puis évoluent un peu de la même, à peu près au même rythme, mais d'une industrie à l'autre, il y a beaucoup de différences. On peut penser au niveau de l'opérationnalisation de l'analytique. Les banques sont peut-être ceux qui sont les plus en avance, si on veut. Ça fait plusieurs années que les banques ont commencé à prendre des modèles prédictifs et puis de les mettre en opération, par exemple, pour l'évaluation des risques de crédit, etc., etc. Aujourd'hui, si tu demandes, Pierre, une demande d'augmentation de ta marge de crédit ou ta carte de crédit, il n'y a pas nécessairement une personne à ta banque qui va prendre ton dossier, qui va l'analyser puis qui va prendre la décision, oui, on augmente ou non, et de combien on l'augmente. Ça va passer un très haut pourcentage de ces demandes-là d'augmentation de crédit d'octroi de crédit, qui vont passer par
des modèles analytiques, des modèles prédictifs, des règles d'affaires, puis que la décision va se prendre de façon automatique. Fait qu'il y a beaucoup de champs comme ça. Fait que les banques sont un peu en avance dans ça. Je te dirais, dans le domaine de l'assurance, on peut penser au fintech ou même des grands assureurs qui offrent maintenant des systèmes de cotation, de détermination de la prime d'assurance, par exemple en assurance auto, en ligne. Donc, tu rentres tes informations, puis de façon automatique, ça va te dire, OK, tu as telle voiture, tel âge, tel sexe, tu habites dans telle région, on évalue ton risque à tel niveau, voici ta prime que tu devras payer à chaque année. Ça se fait en direct sur le web, ça va pas via un agent. Puis parfois, ça va aller vers un agent si la personne entre dans une catégorie ou un segment de clientèle qui, oui, ça prend plus d'informations, une discussion avec un agent, donc ça va rentrer là, mais un très fort pourcentage peut passer, la décision va se prendre de façon automatique. Ce que tu dis, c'est intéressant. Par contre, on n'a pas tous les moyens des banques. Pour arriver à ce qu'ils font maintenant, il y a plusieurs millions de dollars et milliers de personnes qui ont contribué à ça. Par contre, si je me trompe pas, lorsqu'ils ont commencé, il y a plusieurs années, on a commencé petit, on est arrivé à quelque chose, une finalité. Entre les deux, ils n'ont pas toujours pris les mêmes données. C'est impossible. Et donc, leur approche, c'était quoi avec les données pour arriver avec des modèles qui étaient performants pour eux? Bien, c'est certain que les banques aujourd'hui, quand on parle de l'octroi de crédit, sont plus dans un modèle où on vient raffiner les modèles pour les rendre de plus en plus précis. Puis au volume de transactions qui sont concernées, ben, chaque petite augmentation peut avoir des gains importants. Par contre, en partant, la bonne nouvelle pour ceux qui partent dans cette aventure-là, c'est que si on fait rien au niveau de l'analytique ou très peu au niveau de l'analytique avancée, les premiers pas vont être extrêmement rentables. La courbe de valeur, si on veut, est très accentuée au départ. Fait que si on fait rien et qu'on en fait un peu, on va voir une très grande valeur. Donc, il y a moyen de commencer petit puis de pas être juste dans un mode on explore. Il y a moyen de commencer petit, faire du concret, mettre en production, puis tirer une valeur de ces modèles-là qu'on mettra en production. Donc, la finalité, elle n'est pas nécessairement très loin après des millions de dollars. Si on choisit, je présume que si on choisit la bonne raison, la bonne donnée, la bonne avenue, puis on risque d'avoir des résultats probants assez rapidement. C'est ça. On va avoir des résultats probants. Il s'agit d'identifier, comme tu dis, le bon processus où on veut intégrer un petit peu plus d'intelligence automatique. Et puis, au niveau de la donnée, c'est la même chose. On peut partir avec un set de données. Aujourd'hui, les entreprises vont beaucoup aller chercher de la donnée externe à leur système interne pour venir compléter, enrichir dans certains secteurs, prendre des événements météo. Par exemple, un service à la clientèle, d'avoir les événements météo, les conditions météo pour planifier la demande. C'est hyper important dans certains secteurs. S'il pleut, les gens vont rester en dedans, appellent plus. S'il pleut pas, pardon, les gens vont aller à l'extérieur, appellent moins. Mais tu peux commencer avec ton historique d'achalandage au niveau de ton service à la clientèle. Et puis, tu as déjà de la valeur. Puis, petit à petit, tu raffines ton modèle. Tu prends de la donnée externe qui est pertinente. Et puis, tu viens raffiner tes modèles pour les rendre de plus en plus précis. Oui, puis ce que j'ai constaté dans les dernières années en travaillant avec des gens comme toi et des gens de l'interne chez nous en analytique, c'est que les données externes sont disponibles et c'est facile de les récupérer, de les intégrer à nos données à nous. Ça, c'est la donne qui a changé depuis les dernières années, comme avec des outils comme SAS qui permettent d'intégrer ça facilement. Absolument, ces données-là sont là. Il y a plein d'initiatives de données ouvertes au niveau des gouvernements, au niveau même des entreprises. Je parlais de données météo, c'est relativement facile à obtenir ces données-là aujourd'hui, puis même d'automatiser le processus de collecte de ces données-là pour que ça roule, que ça soit en temps réel ou quasi réel. Fait que il y a beaucoup de pistes où on peut, quand on s'ouvre un petit peu, dire où est-ce qu'on peut améliorer des modèles existants, où est-ce il y a beaucoup d'endroits où on peut se procurer ces données-là. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu une vague de big data, puis on parlait que ça prenait des data scientists, des scientifiques de la donnée
Et on se disait, attends une minute, là, on ne sait pas où les trouver. C'est des gens hyper compétents, hyper indiqués et hyper non disponibles et hyper chers. Je crois que les technologies aujourd'hui ont remédié à tout ça en nous amenant à des modèles qui étaient beaucoup plus intuitifs et qu'on pouvait utiliser. Oui. L'analytique suit une tendance qui existe dans le développement informatique là, qui est sortie il y a quelques années. On parle d'approche low code, no code. Donc, de plus partir avec une page blanche puis dire il faut que je mette ma première ligne de code pour qu'il se passe quelque chose là, dans mon programme. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus c'est la même chose en développement informatique, mais en analytique, pour développer des modèles, c'est la même chose aussi. On peut utiliser ce genre d'approche-là qui demande très peu de code ou pas de code du tout à travers des interfaces visuelles, du point and click en bon français. Et puis, ça permet justement de plus reposer juste sur qu'on n'ait pas nécessairement à requérir des scientifiques de données, quelqu'un qui a fait son doctorat en statistique ou en scientifique de données, des gens, des bons analystes d'affaires qui comprennent bien. Aujourd'hui, il y a des programmes très intéressants là, pour des gens qui sont en milieu de travail pour parfaire leurs connaissances en sciences de la donnée. Puis après quelques cours, la personne est capable là, quand même de monter un modèle puis de bien c'est une chose de monter un modèle, il faut aussi être capable de l'interpréter, d'interpréter sa prédictibilité, puis à quel point il est performant, puis qui nous indique la bonne chose, là, dans le fond, qui nous amène pas à quelque part où on voudrait aller. Là. Donc, exactement. C'est pas juste de pitcher, de donner un engin, puis trouve-moi la réponse. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il va en trouver une réponse. Ça serait peut-être pas la bonne, par Est-ce que ça va exemple. être la bonne, c'est ça? C'est ça. Effectivement. Ben, de là, le rôle qui est important des analystes fonctionnels ou des analystes d'affaires. D'ailleurs, ça m'amène sur un autre point, Guy. J'ai fait plusieurs conférences dans le passé avec tout ce qui est 4.0. Puis on parlait toujours de la perte de connaissances due aux retraites. Je présume que l'analytique avancée nous aide à pallier à cette perte-là vers des jobs qui sont plus fun, disons, pour nos finissants à l'école. Ouais, ben, l'analytique avancée le permet, puis aussi la façon dont se bâtit l'analytique avancée aussi aide. Mm-hmm. Les solutions aujourd'hui qui permettent de développer ce genre de modèle-là s'auto-documentent un peu. Ils offrent des outils pour que ça soit facile de s'y retrouver, pour que si tu as un collègue qui a monté des modèles et puis que cette personne-là quitte, change d'emploi, peu importe, on va être capable de s'y retrouver dans ce qu'il a fait parce qu'il y a une forme d'autodocumentation. Mm-hmm. Les choses sont très bien décrites, sont très bien segmentées ou aussi fragmentées, en fait, les étapes. Donc, c'est facile de s'y retrouver. Oui, parce que ce qu'on voit souvent en industriel, c'est que la personne qui opère une machine ou qui a une fonction pendant 20, 30 ans, tout est dans sa tête. Mais la machine, elle a plein de données. Ouais, tout a toujours été donné de toute façon. Maintenant, on a les moyens pour les extraire. Et tu mets ça dans un outil comme SAS, puis il y a des choses qui commencent à vivre dedans. C'est ça. Puis on vient aussi automatiser certains processus, certaines décisions que ces personnes-là faisaient. Puis on peut aussi tirer profit de la connaissance que ces gens-là ont. Ça ne veut pas dire qu'on tasse ces gens-là puis qu'on dit maintenant on fait ça de telle façon. Comme je disais tout à l'heure, si on met des données dans une machine, elle va sortir une réponse, elle va sortir un modèle prédictif. Maintenant, est-ce que c'est bon? Quelles sont les variables qui vont influencer ce que j'essaye de prédire? On parlait tout à l'heure au niveau du risque de paiement, le risque, les risques de crédit. Le risque, c'est le défaut de paiement. Bon, si on a des experts à l'interne qui ont déjà cette connaissance-là, qu'est-ce qui influence les défauts de paiement? Quelles sont les variables qui vont influencer un défaut de paiement? C'est d'aller chercher, on a un accélérateur ici plutôt que... Parce que souvent, les scientifiques de données vont être très bons à monter des modèles, mais ils vont devenir excellents quand ils vont avoir la connaissance d'affaires. Puis ça, tu ne l'as pas nécessairement en partant, là, comme tu disais quelqu'un qui sort de l'école, il n'y a pas nécessairement la connaissance métier pour vraiment comprendre c'est quoi les phénomènes à l'intérieur des banques, à l'intérieur des assurances, etc. Oui. Guy, comme mot de la fin, la vocation d'une analytique avancée, comme toute
moyens informatiques, c'est de nous rendre plus compétitifs. Il faut à quelque part, soit par revenu, différence de coûts, etc., plus de production, plus de clients. Si tu étais pour partir une entreprise aujourd'hui, est-ce que tu miserais beaucoup sur l'analytique avancée pour battre la compétition à côté parce que eux, ça se peut qu'ils le fassent? Ben, c'est certain. Puis, comme tu dis, ça devient un avantage compétitif. Il y a des domaines, ben, c'est facile de s'imaginer au niveau du commerce au détail, la connaissance pointue de ton client pour dire, OK, on va y générer des offres qui sont vraiment personnalisées, puis qu'on sait que ce segment-là de clientèle va apprécier, puis vont bien répondre. C'est direct, là. Je reviens sur l'exemple de l'assurance. Si on fait si on évalue le risque, puis pour cela, on détermine la prime d'assurance à payer. Si on sous-estime ce risque-là, ben, ce qui va arriver, c'est que notre prime va être sous-estimée, puis les gens vont l'acheter, mais sûrement parce que c'est peut-être pas des bons risques ou des risques qui sont équivalents à ce qu'on a évalué. Si on surestime le risque, notre prime va être trop chère, puis le client va aller chez un autre assureur. Fait que il y a une espèce d'équilibre, puis c'est très, très important d'avoir cette analytique-là, puis surtout le suivi de l'analytique, puis de la performance des modèles prédictifs. Parce qu'un modèle prédictif, quand on le met en production, généralement, il va commencer à se dégrader au jour 1. Et puis, il faut le suivre, puis arriver à une façon de faire qui va nous alerter quand le modèle devient moins prédictif pour être capable de rajouter, le recalibrer, puis pas tomber dans avec l'exemple que je disais, de sous-estimer ou de surestimer un risque. Ben, c'est une excellente avenue. Je vais te réinviter pour qu'on parle de la désuétude des modèles parce que j'aurais plein de questions dans ma tête d'analyste et de stratège. Merci Guy pour cette conversation. Ça fait plaisir. Très intéressant. Donc, merci à vous d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je veux vous rappeler que l'intégrale de cette diffusion en balado est disponible sur notre hub de contenu à hub.novipro.com, ainsi que les 44 balados précédents, une foule de webinaires qu'on a animés, conférences, etc. Encore merci Guy de t'être joint à nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci à toi. Je vous lance l'invitation pour numéro 46 à venir très bientôt. Merci encore. Vous êtes toujours à l'affût des dernières actualités TI? Accédez à une mine d'informations sur notre zone de contenu en ligne hub.novipro.com.